Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec pour m'accompagner ce soir, Victor Hérault et Joseph Massescaron. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Pierre. Nous accueillons deux invités. Béatrice Brugère, bonsoir. Magistrate, secrétaire générale, l'unité magistrat. Bonsoir, monsieur Le Borgne. Bonsoir. Jean-Yves Le Borgne, avocat célèbre. Deux actualités. Et avant de parler de Vendin-le-Vieil, effectivement, de cet homme qui est libérable qu'en 2029, qui a pu s'extraire pour une journée de cette prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, qui est attendu à 21h tout à l'heure. En ce moment, on ne sait pas où il est, mais enfin, j'imagine qu'il doit être dans le train avec une sécurisation, comme l'a précisé le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, pour rentrer dans cette prison de haute sécurité. On en parlera dans un instant. D'abord, je voudrais qu'on évoque les propos de la maman d'Elias. Elias, 14 ans, cet adolescent qui a été assassiné par deux jeunes multirécidivistes. Et qui s'est confié ce matin. On peut dire s'est confié parce que c'était vraiment un entretien très posé avec Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1, sur la question de, voilà, l'affaire a été jugée, il y a eu des magistrats à la clé, et moi je voudrais aller voir les magistrats pour parler avec eux, pour avoir un dialogue avec eux. Voilà ce que dit la maman d'Elias. Ça a été très violent parce que j'ai entendu les mots « vous partez en croisade contre les magistrats, vous êtes une victime écervelée et vous êtes populiste ». Face à ces mots, j'ai été déstabilisée, je le reconnais, et donc j'ai fait la démarche de rencontrer la direction de France Victimes. J'ai fait la démarche de rencontrer François Hollande et Nicolas Sarkozy pour savoir si ma démarche était légitime ou non. Ils nous ont confortés dans notre démarche, qui est finalement humaine, transparente et tout à fait légitime. Donc ça a été pour nous le point de départ. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les France Victimes et les deux présidents de la République nous ont dit « Bien sûr que vous n'êtes pas une victime écervelée, enfin la mère d'une victime écervelée, bien sûr que votre demande est légitime ». Voilà, j'ajoute qu'un rapport de l'inspection générale de la justice a mis en lumière l'accumulation de défaillances dans ce dossier de la mort du jeune Elias. Béatrice Brugère, l'idée, ça n'est pas de dire aux magistrats vous êtes incompétents, ça a été mal fait, etc. C'est juste de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un blocage comme ça immédiat. En fait, on voit à travers cette parole qui est très forte et très courageuse d'ailleurs, que deux choses. D'abord, les victimes parlent de plus en plus. Il y a une espèce de libération de la parole des victimes dans ce qu'il y a de mieux et pas toujours ce qu'il y a de mieux. Mais là, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que c'est pas une parole de revanche, c'est pas une parole de haine. C'est une parole qui est quand même lourde, j'allais dire difficile, mais qui veut juste comprendre. En fait, elle veut comprendre comment fonctionne la justice. Et ça appelle une deuxième observation qui est plus générale et qui est importante pour nous et qui doit nous faire réfléchir. Et là, je me mets du côté de la justice. C'est parfois l'incompréhension. Comment on marche, comment ça fonctionne, pourquoi on n'a pas d'informations, pourquoi c'est si compliqué quand on est victime. Il ne faut pas être imperméable à ce genre de demande. Il ne faut pas être imperméable. Je pense que c'est important d'écouter, c'est important de faire un effort aussi et peut-être d'améliorer nos systèmes. D'ailleurs, il y a encore le ministre qui a dernièrement annoncé qu'il voulait rendre une place plus importante aux victimes. Ça montre que c'est encore perfectible. Ça, c'est la première chose. Puis après, il y a la difficulté aussi pour les victimes, parce que là, on est quand même... Alors, il ne faut pas qu'il y ait de confusion, mais c'est pas encore jugé. L'affaire qui concerne son fils n'est pas jugée. Oui. C'est une autre affaire. C'était celle d'avant où ces mineurs étaient mis en cause dans d'autres affaires qui étaient en attente de jugement. Mais l'affaire qui concerne son fils n'est pas encore jugée. Et là, on voit toute la difficulté du parcours. Mais il y a déjà eu le rapport montrant les défaillances dans cette affaire. Alors, c'est pas un rapport d'inspection, excusez-moi, je vous reprends pas, c'est juste pour que ça soit bien clair dans l'esprit des auditeurs. C'est en fait le Gérald Darmanin, le ministre, devant l'émoi, parce que ça a créé un émoi, cette affaire évidemment, a dit mais je vais faire une mission d'information. Donc c'est pas une mission d'inspection stricto sensu à ce stade-là, pour comprendre un peu ce qui s'est passé. C'est un peu une première photographie, mais cette mission est déjà très importante parce qu'elle démontre en effet toute une chaîne de dysfonctionnements, alors de dysfonctionnements qui sont dus à des facteurs que l'on connaît, et je pense que Maître Le Borgne qui ici les connaît aussi, manque de moyens, non-fluidité des acteurs, non-partage des renseignements, etc. Tout ce qu'on connaît sur une situation qui n'explique pas tout.
C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se cacher que là-dessus dans ce rapport. Il y a aussi, et ça c'est très intéressant, les inspecteurs disent une inadéquation entre les réponses et les profils, et une inadéquation sur la prise en charge, c'est-à-dire la rapidité par rapport, si vous voulez, à ce risque criminel ou pénal, puisqu'on avait affaire à des jeunes qui n'arrêtaient pas de faire des faits qui étaient quasiment à l'identique, c'est-à-dire des vols avec violence. Jean-Yves Le Borgne sur cette affaire. D'abord, si vous voulez, lorsque je vois ce qu'on rapporte, ce que cette personne rapporte, des propos qui lui ont été tenus, je dirais il y a des mots qu'on ne peut pas prononcer à l'égard d'une mère qui a perdu son fils, même si on parle d'un procès préalable, de quoi que l'on parle. Alors, d'un autre côté, on ne peut pas autoriser quelqu'un à demander des comptes au juge. En revanche, je pense qu'il pourrait y avoir un service de liaison, en quelque sorte, entre l'institution judiciaire et un certain nombre de justiciables qui peuvent ne pas compter. Elle ne demande pas des comptes, la mère. Je ne sais pas si elle demande des comptes. Je dis qu'il ne me paraîtrait pas normal que qui que ce soit demande une explication qui aille au-delà du jugement. Elle souhaite comprendre. Oui, mais c'est la raison pour laquelle je vous dis, oui, s'il s'agit d'un juge qui aurait pour mission précisément d'expliciter la décision judiciaire, non, s'il s'agit d'une interpellation de celui qui a pris la décision. Pardonnez-moi, maître, en revanche, je me permets d'objecter que les magistrats auxquels elle fait face n'ont pas non plus à demander des comptes à la mère d'Elias lorsqu'ils disent populiste. Pour le bien de la conversation, partons du principe que les propos ont réellement été tenus et que ce sont les mots exacts. Lorsqu'ils disent vous êtes populiste, etc., ils lui demandent des comptes, c'est-à-dire qu'ils lui disent vous nous agressez, justifiez-vous, vous partiez en croisade, justifiez-vous. Mais je suis d'accord avec vous. Je disais à l'instant qu'il y a des mots qu'on ne peut pas dire aux victimes. En revanche, on est bien d'accord qu'il y a des mots d'intervenir, parce que moi je suis révolté à un point d'incandescence par un terme qui est le terme écervelé. Écervelé. C'est horrible. Ça, pardonnez-moi. Je vais vous dire pourquoi je suis révolté. Parce que ce juge-là, figurez-vous, maître Le Borgne, n'aurait jamais dit ça à un homme. Il a dit ça à une femme. C'est-à-dire, c'est sexiste. Non, mais c'est sexiste, c'est discriminant. Mais si, absolument. Jamais il n'aurait osé. Et en plus, c'est lâche. Ce juge qui a tenu ces propos est lâche. Dire à une mère qui vit cette tragédie, vous êtes une victime et cervelée, et je suis sûr que toutes les personnes qui m'écoutent savent ce que je veux dire, voilà. C'est pas possible. Et ça mérite au minimum une sanction. Pas un cours de droit, maître Le Borgne. Mais il ne s'agit pas de droit. On est tous d'accord sur le fait que ces propos, s'ils ont été tenus, parce qu'on a une information qui n'est encore que partielle sur ce point, sont inadmissibles. On est d'accord là-dessus. On est d'accord. Ça, c'était votre première remarque. Et ensuite, il y en avait une autre. L'autre, c'est que qu'un juge soit chargé d'expliciter une décision de justice qui peut ne pas être admissible, complètement compréhensible par telle idée ou telle de liaison. Oui, c'est ça. Ce que je veux dire, que le juge qui rend la décision n'a pas, lui, à justifier de sa décision auprès d'une partie, mais qu'un autre en explique la raison, oui, pourquoi pas. Béatrice Brugère. Oui, en fait, la maman d'Elias est médecin. C'est intéressant parce qu'ils ont eu la même difficulté dans les hôpitaux. C'est-à-dire qu'il peut arriver la même chose dans un hôpital. Vous rentrez vivant, ça se passe mal et vous ressortez et on peut vous rendre un enfant, une mais opération. Le médecin ne va pas vous dire vous êtes écervelé. Non, je ne suis pas sur cette question. Je suis sur la question de la liaison que vient d'aborder Maître Le Borgne, à savoir comment on fait un minimum de pédagogie et d'humanité, parce que c'est les deux en vrai. Et donc, dans les hôpitaux, on a eu la même difficulté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se contentait de dire bon bah il est là, merci, vous venez le chercher. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'elle dit mais nous on nous a obligés à faire d'abord deux choses. Ce qu'on appelle un rétexte. Qu'est-ce qui s'est passé pour pas que ça se repasse ? C'est-à-dire, où est-ce qu'on aurait pu prendre une décision peut-être meilleure ? Est-ce que, voilà, toute cette prise de conscience collective, d'un travail collectif, c'est vrai que la justice ne sait pas faire. Et je trouve très intéressant cette idée d'aller là-dessus. Deuxièmement, qu'en effet, on vienne expliquer aux parents, aux victimes, et voilà, il s'est passé ça, etc., etc. C'est pas une question de rendre des comptes, c'est une question d'expliquer les process. Alors, attendez, on va marquer une pause et
et vous allez vous expliquer juste derrière, parce qu'il y a beaucoup de besoin d'explications dans cette émission. Ça tombe bien, on a un magistrat et un avocat. 19h26 sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. 19h32, toujours à Victor Hérault avec Joseph Massescaron, Jean-Yves Le Borgne et Béatrice Brugère pour évoquer les deux actualités principales de cette journée. D'abord, cette interview de la mère d'Elias qui ouvre beaucoup de brèches dans le dossier. On revient dans un instant. Et puis, ce détenu narcotrafiquant qui, comme l'a dit Maël, devrait revenir d'ici 1h30 à la prison de Vendin-le-Vieil. En fait, cette affaire de la mort d'Elias, qui est toujours en cours, montre que toute la réforme de la justice des mineurs, en fait, elle tombe à plat, Béatrice Brugère. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, au-delà de cette affaire tragique et de cette mission d'information, elle a permis de voir que finalement, la justice des mineurs au tribunal de Paris, qui est un des plus grands, je vais dire, tribunal sur la justice des mineurs au niveau national, souffre quand même de difficultés pour faire face et pour répondre à la violence des mineurs. Et donc, ça interroge les dernières réformes. Et il n'y a pas qu'une question de moyens. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que souvent on dit oui, c'est les moyens, c'est les moyens. Il y a aussi une question de moyens, parce que ce matin, Madame Bonhomme disait qu'il devait voir des éducateurs, puis finalement, ils ne les ont pas vus. Donc finalement, on a fait 100. Exactement. Mais on voit aussi que, par exemple, sur des choix qui sont des choix politique, qui s'appelle par exemple la césure, où on nous a vendu que ça irait plus vite, parce que c'était ça, ça va aller beaucoup plus vite. Et bien même ça ne fonctionne pas, les délais ne sont pas respectés. Et en fait, ce que nous, en tant que syndicat, nous avions dénoncé en disant une césure, pourquoi pas si derrière il y a des moyens et qu'elle n'est pas trop longue et que les délais sont respectés, pourquoi pas, pour certains ça peut marcher, pour d'autres ça ne marche pas parce qu'ils sont déjà dans des parcours de délinquance, d'ultra-violence, donc ça doit être, j'allais dire, estimé selon la dangerosité et selon les cas. En fait, on voit très bien que l'on avait raison et que parfois, il faut absolument même des procédures très rapides pour stopper ces jeunes délinquants. Les jeunes qui sont mis en cause là actuellement, on voit que dans les à peu près semaines qui précèdent l'affaire d'Elias, ils avaient commis plus de 17 faits avec je ne sais pas combien de victimes qui sont aussi d'autres mineurs. Donc la progressivité que l'on connaît, à savoir rappel à la loi alternative, enfin tout a été essayé. Puis à un moment, d'abord c'est le rappel à la loi. On n'est jamais condamné la première fois. Voilà. Et puis à un moment, on voit que ça ne marche pas. Et là, on nous a vendu une deuxième chose en disant mais c'est l'éducatif, et moi je suis tout à fait d'accord pour que l'éducatif arrive en premier, c'est tout à fait normal, c'est une justice c'est l'ordonnance de 45, c'est le traitement des mineurs, c'est notre système, c'est notre système juridique, on est d'accord tous là-dessus. Il faut le matérialiser. Sauf que ça ne marche pas non plus, parce que ce rapport démontre qu'en fait on n'a pas assez d'éducateurs, que la prise en charge elle est trop longue et que finalement ça ne fonctionne pas. Donc il faut juste à la fin, se poser la question, est-ce que notre système est bon? S'il n'est pas bon, est-ce qu'il est perfectible? Moi, je pense que oui. Dès lors qu'on fait une réforme, ça a été fait, c'est qu'on s'est déjà posé la question. Et la troisième, et c'est les inspecteurs qui le posent, et je vous laisse promis la parole, est-ce que les réponses que l'on donne sur ces profils-là sont adaptées? Et les inspecteurs disent, elles ne sont pas adaptées. Voilà. Je crois qu'il faut trouver un système qui soit efficace et qui ne soit pas trop cher, parce que nous avons toujours, du point de vue de l'organisation des pouvoirs publics, ce souci du coût d'une opération et d'une innovation. Je pense qu'un encadrement militaire... Ils n'en veulent pas. Mais les chefs de corps n'en veulent pas. C'est une armée de métier aujourd'hui. Attendez, c'est comme avec le service militaire. Ça coûte trop d'argent et ils ont trop à faire déjà avec ce qu'ils ont à faire. J'ai eu sur ce sujet des contacts et la réponse me paraissait d'ailleurs tout à fait raisonnable. Nous sommes au service de la nation, mais il faut nous donner des moyens. Bon, donc il faut réfléchir aux moyens. On en revient toujours au fric. C'est toujours une histoire d'argent. Ces moyens, c'est une façon de rendre concret l'éducation. Vous rappeliez que le traitement des mineurs délinquants, c'est l'éducation d'abord, la répression éventuellement ensuite. Organisons cette éducation, parce que quand on voit ces deux jeunes qui ont fini par commettre un acte d'une gravité exceptionnelle, qui avaient commis un certain nombre de délits et qui n'ont jamais été arrêtés dans leur course folle, il y a
un véritable problème. Et je pense que tous ces rappels un peu théoriques à la loi, la morale qu'on fait un peu en vitesse parce qu'il y en a 10 autres qui attendent, tout ça n'a pas d'intérêt. Il faut que la carence éducative qui est très souvent à l'origine de la marginalité et de la délinquance de la jeunesse soit compensée par une éducation. Ça serait pas extraordinaire que la République prenne en charge... Quand vous serez garde des Sceaux, vous pourrez peut-être faire ce genre de réforme. Je pense en plus que ça avec votre collègue de la Défense. Ça n'est pas cher. À moins que vous soyez doublement ministre. Mais pour la justice, je contredis. Je ne me permettrai pas de contredire Maître Le Borgne. Quand ça commence comme ça, je me méfie. Méfiez-vous. J'ajouterai simplement en complément qu'il y a un deuxième enjeu avec l'éducatif, c'est aussi la rapidité. On voit dans ce rapport que vous avez une succession de mesures qui s'empilent, même on en perd de vue. Et finalement, le mineur, si il voit que ça dure 6 mois, 9 mois, en fait, ça ne fonctionne pas. Et donc, tous les pédopsychiatres le disent, à un moment donné, pour ce genre de mineurs, je le dis bien, qui sont dans une course folle, je reprends vos mots, Maître Le Borgne, vers la délinquance, à un moment, il faut les stopper rapidement. Parce que si on ne les stoppe pas rapidement, et là, deuxième problématique, c'est que la justice est trop lente, et beaucoup trop lente, et notamment la justice des mineurs. Et donc, la promesse d'aller plus vite avec la réforme du CJPM ne fonctionne pas. Le CJPM, c'est la dernière réforme de l'ordonnance de 45, qui est le Code de justice des mineurs, qui est rentré maintenant, il y a 2-3 ans, en vigueur. Nous promettait plus de moyens, nous promettait plus de rapidité. En vrai, quand on regarde cette photographie que nous avons malheureusement à l'aune de cette affaire, eh bien c'est l'inverse qui se passe. Donc c'est juste la question, et je termine là-dessus, il faut, et c'est je crois la parole de la mère d'Elias, comment on améliore pour éviter qu'il y ait d'autres victimes. Joseph Massescaron. Il y a une chose, j'étais extrêmement simpliste, ne m'en voulez pas, mais sans césure, Elias serait toujours vivant. Ça, c'est un fait. Okay. On peut tourner autour, on peut habiller ça d'arguties juridiques. S'il n'y avait pas eu cette césure, s'il n'y avait pas eu cette loi, cette disposition, aujourd'hui, Elias serait toujours vivant. Voilà. Donc, est-ce que, pour autant, les politiques ou les experts en expertologie se disent finalement, peut-être que cette césure, on a essayé, on sait très bien, vous l'avez, Madame le juge, très, très, très justement, vous avez montré toutes les carences. Est-ce que vous êtes optimiste dans le fait que cette césure, on la supprime? Non, parce que là, le Conseil constitutionnel sur, vous savez, le projet de loi de réforme qui a été présenté il n'y a pas longtemps au Sénat pour justement proposer ce qui existait avant, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des procédures plus rapides. Le Conseil constitutionnel s'est emparé donc de cette dernière proposition, qui était d'ailleurs pas excessive, pour dire que finalement, la césure va devenir la norme. Ça devient un principe constitutionnel. Donc là, on vient, c'est nouveau, mais c'est comme ça, c'est la décision du Conseil constitutionnel, et donc il a posé ça comme jalon. Après, il faudrait peut-être voir comment du coup la raccourcir, parce que il y a une césure, mais il y a peut-être aussi moyen de la raccourcir et de la rendre plus efficace. Comme on est en permanence dans un double langage, pas de vous, mais de l'exécutif, rappelons simplement que le président du Conseil constitutionnel s'appelle M. Richard Ferrand et qu'il a été nommé par Emmanuel Macron. Voilà. Excusez-moi de cette précision. Oui, et que le Conseil constitutionnel est censé juger en droit, et qu'on a vu que dernièrement, en tout cas, on a pu observer qu'il y avait peut-être des jugements plus politiques que des jugements 100% juridiques. Après, juste pour être complète et pour pas qu'on se trompe, il y a toujours la possibilité d'avoir des procédures, ce qu'on appelle la juge unique, qui est aussi de ne pas faire de la césure, mais la césure est devenue plutôt la règle, et la juge unique, c'est-à-dire la procédure plus rapide, l'exception. Voilà, c'est juste pour être complète. Je dirais que la procédure, la césure, cette distanciation entre le principe de culpabilité et le prononcé de la peine est quelque chose qui, pour un mineur, et peut-être même d'ailleurs pour des majeurs, n'a pas grande signification. Comme si on mettait en suspens la sanction en fonction de quoi, d'ailleurs. Donc on pas nécessaire. Bon, en revanche, je maintiens qu'il faut trouver une structure éducative à effet immédiat. Et que voulez-vous, il est en campagne. Je sais bien, Pierre de Villeneuve, que ça vous plaît pas, mon encadrement militaire. Si, j'ai compris. C'est pas ça. Mais à force
suis de votre respect, avis. mon colonel, on finira par dire bonjour, madame. De Et la votre société avis, sera et vous le différente. savez très bien. Simplement, j'ai parlé moi aussi, et on en reçoit ici quand même dans Europe 1 Soir et sur CNews et sur Europe 1 et dans le JDD, on en reçoit quand même des comment dirais-je, des acteurs militaires, et la majorité disent voilà, nous sommes une armée de métier, on essaye de la compléter. Je parle sous votre contrôle, monsieur le réserviste citoyen. Je crois, les réservistes citoyens dans la marine. Voilà, il y a besoin de réservistes pour compléter cette armée de métier. Et le fait de mettre des jeunes qui soit seraient encadrés dans l'hypothèse que vous dites, soit des jeunes qui feraient leur service national universel, ça leur paraît compliqué parce que déjà, les moyens alloués aux casernes, aux lieux de formation des militaires, sont compliqués. Après, votre proposition de dire à un adjudant-chef, écoutez, vous voulez poursuivre votre carrière, revenez comme on fait revenir des médecins de campagne parce qu'il y a des déserts médicaux ou des professeurs, parce que vous pouvez continuer finalement un semblant de vie et de service à la nation, pourquoi pas ? Mais ça n'est pas encore... Mais ça a existé. Ça a existé. On a eu ça avec les épides. Vous discutez sur les modalités, j'en déduis que vous êtes d'accord sur le principe. Béatrice Burgère a raison de dire que ça existait déjà avec les épides. Ça existait avec les épides, ça marchait très bien, et ça a été arrêté parce qu'on a estimé qu'il fallait l'arrêter. Moi, je pense que c'était une très bonne disposition. Une nouvelle pause. Dans un instant, on va parler justement de cette permission de sortie assez étonnante d'un détenu narcotrafiquant libérable en 2029.